Est-ce que ça va mieux là? Ah oui. Donc, je vous redis bonsoir. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous à Diolfi. Et en effet, on vous accueille dans le cadre de ce magnifique festival Voyage d'une langue à l'autre. Et comme le disait Catherine, en effet, vous avez créé un magnifique récit d'une langue à l'autre. Et avant de rentrer, vous avez écrit des romans, des essais. Mais avant de rentrer dans votre littérature, moi je sais que depuis très longtemps, vous avez eu le désir d'apprendre la langue française, car vous êtes japonais, vous vivez au Japon. Mais malgré tout, vous avez, comme vous le dites dans ce récit d'une langue à l'autre, que vous avez épousé la langue française et que vous l'avez conquise laborieusement et amoureusement. Et moi, ma première question, c'est, en plus, cette langue, vous l'appelez votre langue paternelle. Et je voulais, en fait, vous poser la question, qu'est-ce qui vous a poussé à cet amour de la langue française? C'est difficile dès le début. Alors, je crois que il y a deux choses à dire. Quand j'étais lycéen, donc quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'avais le sentiment d'avoir un malaise dans ma propre langue et j'avais besoin de partir, d'aller ailleurs. Et le français n'est pas enseigné dans les écoles au Japon. Et comme tous les enfants japonais, j'ai étudié l'anglais à l'école. Mais ce n'est pas l'anglais que j'ai décidé d'apprendre parce que la rencontre n'a pas eu lieu entre l'anglais et moi, parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Il faut un intermédiaire, un traducteur en quelque sorte. Il fallait un traducteur, un intermédiaire entre moi et une langue étrangère. Et pour l'anglais, je n'ai pas eu d'intermédiaire. Mais pour le français, j'ai découvert en la personne de Mori Arimasa. C'est un philosophe japonais qui était parfaitement francophone. Il avait appris le français depuis l'âge de 6 ans. Il a continué son apprentissage du français tout au long de sa carrière. Il a fini par devenir professeur de français, de littérature française à l'université de Tokyo. Et c'est quelqu'un qui, donc, tout en étant japonais, il a décidé de s'approprier le français. Et quand je l'ai découvert dans ses livres, il était en France, il était professeur au Langzhou. Et il a envoyé depuis Paris des essais sur sa vie à Paris, sur la langue française, sur la culture française et européenne. Et ça a été une révélation pour moi. Donc c'était vraiment un intermédiaire nécessaire pour que je me décide à faire une sorte d'exercice d'éloignement. Voilà. Alors, je vous ai dit que j'étais mal à l'aise dans ma propre langue, c'est-à-dire j'avais besoin de m'éloigner en quelque sorte de ma langue d'origine et de mon propre pays. Et j'avais besoin de partir, mais pour l'anglais, il n'y avait pas d'intermédiaire idéal pour moi. Par contre, pour le français, devant moi, il y avait un exemple extraordinaire de ce philosophe japonais qui s'appelle Mori Arimasa. Il a fait une apparition subite devant moi. J'étais tombé sur un texte de lui, absolument extraordinaire. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre le français. Et depuis ce jour-là, j'ai le sentiment
comment dire, je n'ai pas arrêté d'apprendre un seul jour. Ça fait 50 ans que ça dure. Une sacrée compagne. Pardon ? Une sacrée compagne. Oui, oui, oui. Et peut-être je peux ajouter à ce que je viens de dire, quand je dis que c'était un exercice d'éloignement, oui, c'était un désir d'éloignement. Il fallait que je m'éloigne de ma propre langue et de mon pays. Et maintenant que j'ai mon âge, 72 ans, je crois comprendre ce qui a animé ce désir d'éloignement. En fait, c'est un désir d'origine paternelle. Alors mon problème, depuis mon adolescence, c'était, comment dirais-je, la guerre de 15 ans, peut-être ça ne vous dit rien, le Japon s'est lancé dans une guerre à la fois coloniale et impérialiste pendant 15 ans, c'est-à-dire entre 1931 et 1945. Et pendant cette période-là, mon père était soldat. Il a été envoyé en Chine. Et l'époque était caractérisée par un militarisme exacerbé, un fanatisme impérialiste absolument terrible. Toute la nation marchait dans un sens qui était le sens du militarisme colonialiste et impérialiste. Et pendant cette période extrêmement sombre de l'histoire du Japon contemporain, mon père a su garder une grande lucidité par rapport à ce contexte politico-social. Il faut peut-être rappeler que c'est une guerre, la guerre de 15 ans, c'est une guerre qui a anéanti plus de 20 millions de vies dans les pays d'Asie et du Pacifique, et plus de 3 millions de vies sur le territoire national. Et je vous ai dit que c'était un problème pour moi, une difficulté à résoudre. Quand j'ai pris conscience du fait que mon père a souffert de cette guerre, il était tellement contre, il était tellement lucide par rapport au contexte complètement fanatisé de l'époque. À l'armée, en Chine, il a été maltraité par ses officiers, il a été torturé. Et c'est une expérience qu'il a douloureusement vécue. Et il a osé en parler avec ses enfants, avec moi et avec mon frère. Et donc, quand je dis que j'étais mal à l'aise dans ma propre langue et quand je voulais pratiquer un exercice d'éloignement par rapport à cette langue et par rapport à la culture politique de ce pays, je crois que c'est mon père qui parlait en moi. Et c'est en ce sens-là que ce désir d'éloignement, ce désir de décentrement, ce désir d'évasion, ce désir d'élévation aussi, est un désir d'origine paternelle. C'est pour ça que j'ose dire, c'est une expression que j'ai employée dans une langue venue d'ailleurs, le japonais, c'est ma langue paternelle.
alors que mon père ne parlait pas un mot de français. Je sens que ce désir d'éloignement qui a fondé chez moi le début de mon apprentissage, grâce à l'apparition de cet intermédiaire extraordinaire qu'est Mori Arimasa, j'ai le sentiment que c'est un désir d'origine paternelle. Et je peux ajouter une petite chose en ce qui concerne la notion de langue paternelle. Quand j'ai osé qualifier le français de langue paternelle, pour moi, ça voulait dire deux choses, au moins deux choses. D'abord, voilà, je voulais indiquer l'écart que j'opérais par rapport à ma langue d'origine, le japonais. C'est un écart parce qu'il n'y a pas le japonais. Était là dès le début, il était inscrit verticalement chez moi. Je n'ai pas choisi cette langue, il était là, toujours déjà là. Donc, c'est quelque chose de naturel et c'est ce qu'on appelle la langue maternelle. Mais j'ai effectué une sorte de pas de côté, un écart. Et cet écart vient du désir de mon père. Donc, c'est un désir d'éloignement, déjà, qui est inscrit dans la notion de langue paternelle. Mais en même temps, quand je parle de la langue française en tant que langue paternelle, c'est une manière de dire pour moi aussi d'indiquer une certaine proximité. Parce que c'est une langue qui était totalement étrangère à moi. J'ai commencé à l'apprendre à l'âge de 18 ans, à l'université, fortement lié à la lecture de ce philosophe japonais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais à force de l'apprendre, c'est un effort d'appropriation constant depuis 50 ans. À force de l'apprendre, à force de l'habiter en quelque sorte, je reprends l'expression de Sioran. Il disait, à propos du français, c'était une camisole de force, mais en même temps, il habitait cette langue, il habite le français. Et je reprendrai volontiers cette expression de Sioran, parce que le français, c'est comme une maison. Je vis là-dedans, j'habite cette langue, je me déplace à l'intérieur de cette maison qu'est le français. Donc c'est en même temps, je dis deux choses contradictoires. D'abord, c'est un écart, c'est un éloignement, c'est une tentative d'éloignement, c'est un effort qui consiste à m'éloigner de ce qui est naturel pour moi, c'est-à-dire ma langue d'origine, le japonais. Mais en même temps, donc c'est un écart, c'est un éloignement, mais en même temps, j'ai le sentiment aujourd'hui, après 50 ans de pratique constante, 50 ans d'efforts d'appropriation de la langue française, j'ai le sentiment d'habiter cette langue, dans cette langue. Voilà, donc l'expression langue paternelle vient de là. Et donc depuis toutes ces années, en fait, vous écrivez donc en français. Et tout ce que vous venez de dire, en fait, je le retrouve complètement dans votre trilogie,
parce qu'en fait, récemment, vous avez publié chez Gallimard votre 3e volet de cette trilogie, qui avait commencé avec Âme brisée, après Reine de cœur, et le dernier volet qui s'appelle Suite inoubliable. Et je trouve que dans ces 3 romans, on retrouve exactement ce que vous venez d'exprimer, c'est-à-dire qu'en fait, ces 3 romans se passent pendant la période de cette guerre des 15 ans, entre 1931 et 1945. Ces 3 romans se passent entre le Japon et le français, et la France, pardon. C'est également des romans qui sont tout le temps entre un pont entre le passé et le présent. Et entre ces passés et présents, on retrouve des personnages qui se croisent. Il y a des personnages qu'on retrouve dans chaque roman de votre ouvrage, qu'on trouve dans Âme brisée, dans Reine de cœur et dans Suite inoubliable. Il y a toujours cette langue du français qui intervient pour des japonais aussi. La traduction est très présente aussi dans ces ouvrages-là. Et aussi, ce qui fait lien, fil conducteur, c'est la musique. Et en fait, par rapport à la traduction, moi je voulais, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée, où la traduction est vraiment très présente, et je repense par rapport à ce que vous venez de dire sur la langue paternelle, je repense à L'âme brisée, parce qu'il y a ce personnage de Rai qui, à un moment donné, quand il est petit, son père lui donne un livre qui s'appelle « Dites-moi comment vous voulez vivre », alors je vais peut-être mal le prononcer, c'est Yoshino, on dit comme ça ? Oui. Et quand il est adulte, il se donne le devoir de traduire. Et il y met des années et des années à traduire ce livre. Et il le dit, ce personnage, que c'est pour donner la voix de son père. Et cette traduction, on la retrouve également dans le dernier volet, dans Suite inoubliable, où il y a un moment donné, le personnage principal découvre sur un banc dans une forêt, caché, sur un banc, une phrase qui est gravée, une phrase latine. Je préférerais que vous la disiez parce que mon latin, il n'est pas très, il est très, très ancien dans ma tête. Est-ce que vous pouvez nous dire cette phrase ? Cette phrase latine, c'est In terra pax omnibus bonae voluntatis. La paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Et ça va être vraiment le pivot de tout votre ouvrage, de ce 3e roman. Parce qu'en fait, ça reprend exactement ce que vous disiez au début de votre intervention, c'est que cette guerre a vraiment traumatisé énormément de personnes dans votre pays d'origine. Et qu'il y a une volonté, un peu comme on le disait tout à l'heure par rapport à l'intervention sur l'Ukraine, quand on est dans une période de guerre, il y a une volonté de s'élever à travers la culture. Et cette phrase, finalement, qu'on retrouve en fait dans un chant Gloria de Beethoven, en fait, ça montre ça. C'est-à-dire que le personnage, quand il découvre cette phrase, il dit « Ah, je ne suis pas le seul à vouloir sortir de cette folie. » C'est ça, oui. Et pour vous, c'était important, ça, de pouvoir, à travers vos personnages, parler justement de cette volonté en fait, quelque part, c'est comme si la langue était une arme de résistance, quelque part. Oui, c'est entièrement bâti sur ce thème. Mes 3 romans, en fait, ces 3 romans, la trilogie romanesque, ce sont des romans sur la mort, ou plus exactement sur les gens qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur vie, c'est-à-dire jusqu'au bout de leur mort. Alors, quelqu'un qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa mort, il devient un fantôme. Alors, Âme brisée est dédié à tous les fantômes du monde. Tous les fantômes du monde, c'est-à-dire tous les gens qui ont été victimes des violences de l'histoire. Alors je pense, en ce qui me concerne, évidemment, à mon père. Mon père, il a échappé à la mort. Il a pu parler à la place de tant de Chinois, de Coréens et de Japonais qui sont morts à cause de cette guerre. Et il m'a transmis quelque chose sur ce sujet. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai commencé à écrire Âme brisée, j'avais quel âge ? 69 ans. Et
c'est venu subitement, mais complètement comme une sorte d'illumination, à la suite de la rédaction d'un petit essai sur l'armistice. C'était en 2017. J'étais encore enseignant à Tokyo. Je venais de passer mes vacances d'été en France et je suis allé voir mon éditeur, Jean-Marie Laclavetine, pour lui dire au revoir. Il m'a proposé à ce moment-là de participer à cet ouvrage collectif qui s'intitule Armistice et qui est publié chez Gallimard aujourd'hui. J'ai répondu oui, sans savoir exactement ce que j'allais écrire. Et en rentrant au Japon, j'ai commencé à travailler sur ce sujet et j'ai voulu me documenter sur l'armistice. Et au cours de ce travail de documentation, j'ai appris que le dernier soldat français tué s'appelait Augustin Trébuchon et il est mort quelques minutes avant la cessation des combats. S'il avait attendu 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus, il aurait eu une vie différente. Il a été abattu, il a reçu une balle dans la tête et il est mort. Et quand j'ai appris ce fait historique, il y a une expression japonaise qui m'est venue à l'esprit tout à fait naturellement. C'est une expression très courante qu'on utilise vraiment très facilement, qui veut dire à peu près ceci: je meurs, je sais que je vais mourir, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort. Et c'est les mots japonais qui me sont venus à l'esprit. Et j'ai compris pourquoi cette expression m'était venue. Parce que je voulais parler, c'était un fantôme pour moi. Je me suis dit, Augustin Trébuchon est devenu un fantôme. Et il erre parmi nous, parce qu'il n'arrive pas à mourir. Et c'est à ce moment-là, c'est très curieux, hein, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, c'est à ce moment-là que j'ai éprouvé le besoin d'aller à Hiroshima. Pour voir ce qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Le 6 août 1945, comme vous le savez tous, une bombe atomique a éclaté dans cette ville et en moins d'une seconde, il y a 160 000 personnes qui ont été tués, qui se sont littéralement évaporés. Ils ont disparu. Mais certains, c'est extraordinaire, certains ont laissé leur ombre sur le sol. Et c'est ça qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. J'ai pensé à ça quand j'ai appris l'histoire d'Augustin Trébuchon. Et avec mon épouse, nous sommes allés à Hiroshima pour revoir ces ombres. Et c'est à Hiroshima que j'ai fini cet essai sur cette expression. J'ai repris exactement l'expression japonaise pour mon essai, c'est-à-dire Shindemo shinikirenai, c'est-à-dire je meurs, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort. Et c'est à Hiroshima que j'ai terminé cet essai, et c'est à Hiroshima que j'ai conçu comme une sorte d'illumination subite, spontanée, la grande structure du roman que j'ai écrit par la suite, qui s'intitule « Âme brisée ». « Âme brisée », c'est l'histoire d'un fantôme. Le deuxième volet, « Reine de cœur », c'est aussi l'histoire d'un fantôme. Suite inoubliable aussi, c'est l'histoire d'un fantôme, de
de quelques fantômes. Il y a toujours des fantômes, des gens qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur vie ou de leur mort. Et je me suis dit, finalement, le rôle de la littérature, ou peut-être de l'art en général, parce que dans mes romans, il y a à la fois la littérature et la musique. La musique. Et qu'est-ce que je fais dans mes romans? C'est quelque chose que je constate après coup. J'essaye de ramener les morts à la vie. J'essaye de faire revenir les fantômes parmi nous. Et donc, quelque part, c'est un travail orphique, comme le mythe d'Orphée, Orphée qui est allé chercher dans le royaume des morts sa bien-aimée. Moi, je vais chercher dans le royaume des morts des gens qui ont été tragiquement tués, qui ont été emportés par les violences de l'histoire. Et pour moi, les mots français m'aident à faire ce travail, comme la musique qui m'aide à faire ce travail. Parce que dans les deux, qu'est-ce qui est important? C'est l'imagination. C'est l'imagination qui est libérée chez moi par l'usage de la langue française, et la musique aussi. La musique libère l'imagination chez moi. Donc, toutes les deux, la littérature et la musique, jouent un rôle. C'est quelque chose que je constate après avoir écrit mes romans. Dans Un brisé, évidemment, tout le récit tourne autour du quatuor de Schubert qui s'appelle Rosamunde, le 13e quatuor de Schubert. Mais en même temps, la littérature est présente à travers l'œuvre de Yoshino Genzaburo qui existe, qui est disponible en français aujourd'hui. Et cette œuvre littéraire traverse tout le roman parce que le petit garçon de 11 ans qui perd son père à cause à cause du fanatisme militariste de l'époque, il est séparé brutalement de son père à l'âge de 11 ans et il est recueilli par le meilleur ami de son père qui est un journaliste français. Donc à partir de l'âge de 11 ans, il continue à grandir en France et il devient luthier et il répare son violon, le violon de son père. Mais en même temps, au point de départ, il y a ce livre en japonais qui s'appelle « Dites-moi comment vous allez vivre » de Yoshino Genzaburo, qui a été donné par son père. Et ce livre traverse tout le roman parce qu'il est hanté. Le personnage principal ne cesse de le relire pour dialoguer avec son père. Et à la fin, il décide de le traduire en français. Donc la littérature et la musique sont présentes dès le départ. Et dans Reine de cœur aussi, c'est la musique la plus importante dans ce roman, c'est la 8e symphonie de Shostakovich. Mais en même temps, à un moment donné, le personnage principal découvre dans le cahier de son grand-père, tenu pendant la période difficile de la guerre de 15 ans, il découvre des pages entières écrites dans une langue qu'il ne connaissait pas, dans une langue en français en fait, mais
le personnage principal qui a 16 ans à ce moment-là, il ne connaît pas le français. Mais à partir de ce contact avec les pages blanches pour lui, les pages remplies de signes incompréhensibles pour lui, il décide d'apprendre cette langue-là. Et il devient écrivain dans cette langue, un peu comme moi. Dans Suite inoubliable aussi, la musique est extrêmement présente puisque Suite inoubliable tourne autour des suites pour violoncelle seul de Bach, mais en même temps, la littérature est présente parce que il y a un personnage féminin qui décide de raconter l'histoire que le lecteur vient de lire tout à fait à la fin. Donc c'est la naissance d'un roman qui est mimé par mon propre roman. Donc la littérature, la musique jouent un rôle essentiel en tant que, de libérateur, en tant que poète en quelque sorte, comme Orphée qui cherche à faire revenir les morts, les fantômes qui ont été tués par les violences de la guerre. Et mon père me disait, on a commis des atrocités là-bas, on a tué, c'est-à-dire le Japon, l'impérialisme japonais, a tué plus de 20 millions de personnes en Chine, tu te rends compte. Et voilà, il faut transmettre cette mémoire-là. Et je crois que, contrairement à beaucoup de Japonais qui ont connu cette période-là et qui n'ont pas osé parler de leurs expériences, mon père, c'était quelqu'un qui était lucide dans le domaine de la transmission aussi, et il a osé en parler, au moins avec ses 2 fils. Et je crois que sans l'effort de mon père dans ce domaine, dans le domaine de la transmission, je ne serais pas avec vous ce soir-là, ici. Et justement, dans ces 3 romans, en tout cas particulièrement, il y a cette trace, justement, parce que là vous parliez de ces ombres, de ces fantômes, mais en fait il y a des traces, et tous ces personnages qui ont disparu ont quand même laissé soit une lettre, soit un journal, soit un mot. En tout cas, il y a eu ces traces qui ont pu survivre au temps. Et au présent, il y a des personnages qui d'un coup découvrent ces lettres, ces journaux, et c'est ce qui permet en fait, à travers la traduction, de pouvoir faire revivre en fait ces personnages. C'est donc en fait que l'écriture, elle a aussi son devoir de mémoire quelque part. Et ça, j'ai trouvé dans chacun de ces 3 volets que c'était vraiment très fort en fait, ce souvenir-là. Et dans Reine de cœur, il y a cet ouvrage aussi que ce personnage écrit après avoir découvert le journal de son père, ce livre qui s'appelle « L'oreille voit et l'œil entend ». Et j'ai trouvé ça très beau, cette image-là, parce que ça fait référence aussi à la musique, parce que dans un de vos livres, vous dites que la musique, c'est aussi la formation qui nous pousse à un dépassement de soi-même. Et c'est ça aussi, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le livre qu'il y a dans Âme brisée, dites-moi comment vous voulez vivre, c'est exactement ce que votre père vous a transmis aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose que notre conscience, notre lucidité par rapport à la soumission, en fait, par rapport à ce fanatisme de la guerre. Et j'ai perdu le fil de ma question. Mais par rapport, oui, je voulais revenir sur autant la musique que la littérature, et là pour nous élever, et je sais que vous parlez aussi dans votre récit d'une langue à l'autre que vos 2 héros, c'est Mozart et Rousseau.
Et on les retrouve tous les deux, notamment dans Suite inoubliable, parce que votre personnage féminin s'appelle Pamina, comme dans La flûte enchantée. Oui, c'est un coup de chapeau. Et Rousseau, on le retrouve en fait dans la fameuse bibliothèque de cet auteur qui avait gravé cette fameuse phrase en latin et qui avait une bibliothèque majestueuse d'auteurs européens. Et ces deux amours-là sont très présents dans vos ouvrages. Et pour vous, c'était important qu'ils soient présents, justement? Ben oui. Ben je n'ai rien à ajouter à ce que vous dites. C'est vrai que la littérature est présente à travers la Bibliothèque de l'Espérance, qui a été créée par ce médecin de campagne que j'aime beaucoup, bien que ce soit un personnage que j'ai créé de toutes pièces. C'est un personnage tout à fait attachant. Bon, il a été créé complètement, c'est un être de fiction, mais évidemment, à travers ce personnage, je vois la figure de mon père, mais en même temps, je vois celle d'un écrivain japonais pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que je remercie à la fin de mon livre, qui s'appelle Kato Shuichi et qui est justement qui raconte son histoire personnelle en tant que témoin de cette inscription latine. C'est lui qui m'a donné cette idée-là. Il a vécu, c'était en mai 1945, il vivait à Shinano-Oiwake, ses parents avaient une maison de campagne dans cette région-là, et un jour, il est allé faire une promenade, et il a découvert dans un terrain vague totalement isolé, un banc sur lequel cette phrase latine était gravée. Il raconte ce souvenir. Lui, il a perdu beaucoup de camarades, mais lui, il a survécu parce qu'il était étudiant en médecine. Il était presque médecin à ce moment-là, comme mon personnage Ryokanda. Et donc, je crois qu'il a échappé à l'enrôlement grâce à son statut de médecin, alors qu'il a perdu son meilleur ami qui s'appelle Nakanishi Tetsu, et il souffrait. Il disait pourquoi mon meilleur ami est parti, il a été tué dès le premier jour parce que le bateau de marchandises qui transportait beaucoup d'étudiants japonais à ce moment-là, il a été attaqué par un sous-marin américain, et dès le premier jour, dès le départ, bon, il a été tué, et cet écrivain dont je parle souffrait de ce fait-là. Lui, il est parti, il est mort, et moi, je reste, je survis. Et donc, il est mort en 2008, et il a fait un énorme travail de critique littéraire et d'écrivain, et de penseur aussi. Et c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à une seule question. Et c'était finalement la question de mon père. Pourquoi on en est arrivé là, en 1945 ? Pourquoi tant de morts ? Et pourquoi tant de folie ? Pourquoi ce fanatisme incroyable ? Pourquoi ? Et à la fin de sa vie, il y a un cinéaste qui s'est intéressé à sa vie, et il a fait un film documentaire. Donc on le voit très âgé, et parlant de sa jeunesse, des professeurs qui l'ont marqué, etc. Et à un moment donné, il parle de cet épisode-là, c'est-à-dire à Shinano-Iwake. C'est un lieu qui apparaît dans mon roman, dans un petit village dans le centre du Japon,
la guerre n'était pas finie, il est allé se promener et il a découvert ce banc. Et comme c'est un ancien étudiant de l'université de Tokyo, il a fait des études de médecine et il s'est intéressé non seulement à la science médicale, mais à toutes sortes de domaines du savoir. C'était un homme universel en quelque sorte. Donc, il comprenait le latin, il comprenait le grec, et plus tard, quand il est devenu un des intellectuels les plus importants de l'époque, il n'a jamais voulu s'installer en tant qu'universitaire. Il a voyagé dans le monde, il a enseigné au Canada, il a enseigné aux États-Unis, il a enseigné en Allemagne, il a enseigné en français, et chaque fois en adoptant la langue du pays où il était. Donc, il parlait français, il parlait allemand, il parlait anglais, il parlait... et en plus, il avait une culture extrêmement, incroyablement riche, en ce qui concerne la civilisation chinoise. Voilà, donc je découvre ce film documentaire et à un moment donné, il parle de ce souvenir, de la découverte de cette inscription latine, in terra pax omnibus bonae voluntatis, dona nobis pacem. Et quand il a lu ça, il s'est dit, exactement comme mon personnage, Ken Mizutani, dans mon récit qui découvre cette inscription latine, il s'est dit, je ne suis pas seul dans ce pays de fous. Je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui sent les choses comme moi. Il y a quelqu'un qui désire ardemment la paix. Parler de la paix pendant cette période-là, c'était une sorte de crime de lèse-majesté. Ça méritait, je sais pas, un an de prison ou quelque chose comme ça. Donc, d'où la décision d'écrire ce désir de paix en latin. Vous comprenez bien, à 10 000 kilomètres de Paris, en 1945, personne ne comprenait le latin. Mais il y avait quelqu'un qui avait gravé cette phrase latine, donc quelqu'un d'extrêmement cultivé, et ce monsieur ou cette dame, on ne sait pas qui, a trouvé un interlocuteur en la personne de Kato Shuichi, puisque ce jeune étudiant en médecine de 25 ans, il a compris tout de suite de quoi il s'agissait. Voilà, donc je raconte finalement la même histoire d'un roman à l'autre. Âme brisée, reine de cœur, et la situation est différente, les personnages sont différents, mais à travers ces trois romans qui forment un ensemble, une trilogie, je raconte voilà, je parle de la fonction orphique de l'art, c'est-à-dire l'art, la musique et la littérature ont la capacité de ramener les morts à la vie et raviver leur mémoire. C'est finalement ça que je découvre avec vous ce soir. Et pour terminer petit à petit, moi je voudrais revenir sur la musique, parce que justement, elle aussi, elle est vraiment omniprésente dans chacun de ces romans. Et comme je disais tout à l'heure, ce fameux livre qui dit l'oreille voit et l'œil entend, parce que la musique aussi, elle crée des images. Et dans Reine de cœur, justement, cette 8e symphonie est vraiment expressive de toute la violence que peut dégager la guerre. Et je me dis, vous, qu'est-ce que vous entendez quand vous écoutez la musique ? Quand ? Vous écoutez la musique.
Parce que vous parlez vraiment des instruments de cordes, donc j'imagine que c'est quelque chose que vous écoutez régulièrement. Oui. Et vous, est-ce qu'il y a des images particulières qui vous viennent quand vous écoutez la musique? Ah oui, oui, je vous ai dit tout à l'heure que la musique libérait l'imagination. La musique fait venir des images. La musique fait venir des mots en particulier. Et quand, par exemple, en ce qui concerne Reine de cœur, le déclic, ça a été vraiment la découverte de cette 8e symphonie de Shostakovich. J'ai été bouleversé par cette musique, et cette musique a suscité des mots chez moi, des images, et des histoires, des bouts d'histoire comme ça, que j'ai essayé d'arranger après par la suite, mais au départ, c'était la musique qui était là. Mais ça peut être au départ des mots. Dans Un brisé, c'était la... Comment dire, au départ, c'était l'image d'un petit garçon qui perd son père à cause d'un militaire fanatique. Et pour décrire, pour répondre à cette image-là, c'est la musique de Schubert qui est venue à ma rencontre tout naturellement. Je n'ai pas le sentiment d'avoir cherché l'œuvre musicale, le quatuor de Schubert. Voilà, donc au départ, ça peut être les mots, ça peut être la musique. La musique suscite des mots, et certains mots que je choisis, les mots, font venir certains morceaux de musique. Alors, en ce qui concerne Suite inoubliable, alors c'était assez facile parce que après avoir écrit un roman autour d'un violon, ensuite autour d'un alto, j'ai eu envie d'écrire un roman autour d'un violoncelle. Donc dès que l'instrument a été choisi, c'était tout de suite les suites pour violoncelle seul de Bach. Et voilà, donc c'est le projet qui a commandé la musique. Et la musique, c'est une langue aussi qui est complètement universelle. Ah, oui, tout à fait. Je crois que la musique qui résonne dans Suite inoubliable est en accord parfait avec les idées qui circulent dans mon roman. Et j'ai trouvé le résumé de ce que je veux dire dans la citation d'Adorno que je mets en exergue en parlant de Bach. C'est un texte d'Adorno que je trouve admirable, qui s'intitule « Bach défendu contre ses amateurs ».